Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Plus de 300 millions de personnes sont touchées par des maladies rares. 65% de ces maladies sont graves et invalidantes. Le continent africain n'est pas épargné. Et à la faveur de la 15e journée internationale des maladies rares, une journée célébrée tous les derniers jours du mois de février, nous vous proposons cette émission sur l'hydrocéphalie. Quelles en sont les causes? Comment la diagnostiquer assez tôt? Et qu'en est-il de la prise en charge? Vous êtes avec nous donc pour répondre à toutes ces questions, professeur Adéréhim Aïdara. Bonjour professeur. Bonjour M. Kakou. Alors vous êtes professeur titulaire de neurochirurgie, chef de service de neurochirurgie du CHU de Bouaké. Vous avez un CV très éloquent, mais nous allons retenir que vous êtes le président de l'Association de chirurgie d'Afrique francophone, vice-président de l'ONG Hope EPS Espérance pour le traitement des malformations du système nerveux de l'enfant, hydrocéphalie spina bifida, et également membre de la Société ivoirienne de neurochirurgie. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites, professeur, d'être donc sur notre plateau. Nous sommes également avec mademoiselle Josiane Seri. Bonjour. Bonjour, monsieur Kankou. Alors, vous êtes la présidente de Solidarité Merveille, une organisation qui porte assistance donc à l'enfant malade. Cette assistance consiste à quoi? L'ONG Solidarité Merveille vient en appui d'abord à l'enfant malade, c'est-à-dire la prise en charge, et aussi aider les familles dans le traitement et aussi les rééducations. Voilà, aider les familles à obtenir des prises en charge, à avoir comment je vais dire ça, avoir la prise en charge, le soutien nécessaire pour que l'enfant puisse vraiment avoir tout ce qu'il faut, voilà, pour son épanouissement. Bien sûr. Et vous, votre domaine, donc, ce sont les maladies rares. Vous portez donc un grand intérêt donc, aux maladies rares. La raison majeure, nous allons donc le voir dans ce reportage de Mel Berchel et Ferdinand Kouakou. Tout ce dont rêvait Merveille, c'était d'avoir une enfance heureuse. Mais, à 1 an et demi, sa vie va basculer avec l'apparition d'une maladie rare qui sera diagnostiquée au service de neurochirurgie du CHU de Yopougon comme étant l'anévrisme ou malformation de la veine endogalien du nom du médecin qui l'identifia pour la première fois. Les premiers symptômes, notamment l'insuffisance respiratoire, y seront pris en charge. La chambre 55 du service de neurochirurgie de ce centre hospitalier universitaire qu'elle occupait sera d'ailleurs baptisée Chambre Solidarité. Tout est parti d'un arbre de Noël que nous avions organisé au CHU de Yopougon en faveur des enfants malades. Et lorsque nous sommes arrivés et que nous avons vu ces enfants, on a trouvé la fille de cette dame-là, cette demoiselle, mademoiselle Seri, qui aussi souffrait. Nous étions en face de beaucoup de souffrances, des enfants qui souffraient, les mères également, parce que pour certains enfants qui ne pouvaient pas se coucher, les mères les tenaient tout le temps et on ne pouvait pas rester insensible. C'est vrai que des années antérieures, on a mené des actions sociales en faveur de l'orphelinat de Benjaville, l'Institut des aveugles. On s'est même associé à une ONG pour scolariser une centaine d'enfants dans le nord du pays, à Korogo. Mais cette année-là, on s'est dit, l'entreprise s'est dit, mais écoutez, avec tout ce qu'on a vu, il fallait faire quelque chose. Alors notre entreprise, avec l'accord des responsables du CHU, nous avons décidé de poser une action qui serait bénéfique à tous les enfants, à plusieurs enfants qui seraient touchés par cette maladie, donc une action à long terme. Nous avons donc décidé de rénover la salle 55 où étaient internés ces enfants. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 salles, mais on avait commencé par cette salle-là. Chaque fois que j'y pense, cela me rappelle la pensée sur la citation d'Albert Einstein, qui dit que le monde ne serait pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Et donc pour nous, c'est un sacerdoce, nous qui travaillons dans l'environnement, de nous associer à une structure comme la vôtre pour essayer d'apporter un peu de joie, un peu de bien-être dans la vie de certains de nos citoyens.
Le plateau technique du service de neurochirurgie du CHU de Yopougon n'étant pas approprié pour la prise en charge de ce premier cas d'anévrisme de la veine de Galian diagnostiqué en Côte d'Ivoire et probablement le seul, la petite merveille subira plusieurs interventions chirurgicales, dont 4 à la tête et 1 à la gorge dans une clinique de la place. Malgré les soins et assistances, cette maladie rare aura eu raison de merveille. Elle n'était âgée que de 3 ans et 2 mois seulement. Environ 7000 maladies rares sont identifiées, 65% sont graves et invalidantes. Les maladies rares constituent un problème mondial qui touche plus de 300 millions de personnes. Alors donc on vient de le voir, Merveille, c'était votre fille. Oui, Alors, la première. D'accord. Alors racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez su qu'elle avait un problème de santé et comment est-ce que ça a été diagnostiqué, cette maladie? Bon, la maladie a été diagnostiquée, on va dire un peu tard, parce que c'est lorsqu'elle a commencé à faire la maladie que les médecins ont su qu'il y avait un problème. Sinon, sa pédiatre, elle nous avait dit comme ça, vu son poids, c'était normal, la tête avait un peu grossi. On se disait, bon, dans sa famille, il y avait déjà des personnes qui avaient un peu la grosse tête. On peut dire ça comme ça, donc c'était un peu, on va dire, héréditaire. Or, en bas, il se cachait une pathologie. D'accord. Voilà. Donc, il a fallu qu'elle fasse une crise. Et que, La crise s'est manifestée comment? bon, elle a beaucoup de convulsions. Elle a convulsé pratiquement toute la journée. Il a fallu qu'elle tombe dans le coma. C'est quand elle est tombée dans le coma que les neurologues maintenant ont intervenu et puis on a vu que c'était une maladie neurologique. Voilà. D'accord. Donc Peut-être le professeur peut nous dire. Oui, bien sûr. Mais pour vous, comme vous l'avez certainement, vous avez pensé que c'était une maladie qui était héréditaire. On apparente ça un peu à l'asthme parce qu'il y a des insuffisances respiratoires. On s'est dit, oh, l'enfant est asthmatique. Oh, en réalité, il y a des difficultés respiratoires dues à la maladie. C'était des petits signes qu'il y avait déjà un problème. D'accord. Bon. Alors, professeur Aïdara, Oui, monsieur. cette maladie de la petite merveille, on l'a appelée malformation de la veine de Galian. C'est différent de l'hydrocéphalie. D'accord. En fait, pour faire un peu plus simple, il faut savoir que c'est une malformation complexe. En fait, l'anévrisme d'ampoule de Galian, c'est une malformation congénitale, donc avec laquelle l'enfant naît, et puis qui va donc avoir des conséquences. Donc, c'est une communication au niveau du cerveau entre les vaisseaux. Donc, les veines vont recevoir du sang qui provient des artères et entraîner donc une turgescence de ces veines-là. Les veines dans le cerveau ont un rôle de drainage du sang. Donc, ça fait que ce sang va se accumuler dans le cerveau et entraîner ce qu'on appelle une hyperpression. Et comme dans le cerveau, il y a du liquide qui est absorbé au niveau de ces réseaux veineux-là, la pression va faire que ce liquide-là ne va plus être absorbé. Et donc, ce qui va se passer, c'est pour ça que la petite a commencé à avoir une augmentation du périmètre crânien, c'est-à-dire une augmentation du volume de la tête, du fait que le liquide ne pourra plus être absorbé, s'accumulait et donc entraîner donc cette hydrocéphalie. Et comme la petite avait que 3 ans, les os du crâne ne sont pas soudés, donc on avait donc cette hydrocéphalie qui était la conséquence de l'anévrisme en fait. Ah d'accord, là je comprends bien. Donc c'est lié, on parle donc de cette pathologie anomalie. peut aboutir à une conséquence qui est l'hydrocéphalie, qui elle justement va entraîner cette déformation-là du crâne et ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne qui va, elle a dit que l'enfant était dans le coma. Donc ce n'est pas l'anévrisme qui a entraîné le coma, c'est plutôt l'hydrocéphalie et qui a fait qu'il fallait intervenir en urgence pour lui mettre une dérivation pour baisser la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Et secondairement maintenant, prendre en charge la malformation. D'accord. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce qu'on rencontre très souvent cette maladie en Afrique, en Côte d'Ivoire? L'anévrisme, je pense que c'est le premier cas qu'on avait eu à l'époque. Et puis bon, après, il faut savoir que dans notre contexte, on parle de maladies rares, mais l'accès aux soins, les moyens de diagnostic qui ne sont pas présents partout, font qu'il y a beaucoup de maladies en fait qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Voilà, donc ça en fait des maladies rares. Mais effectivement, ce n'est pas fréquent.
Et je crois que c'est le premier cas qui a été documenté. Et certainement le seul. Oui, diagnostiqué. Justement qu'il y en a, mais qu'on n'a pas pu diagnostiquer. D'accord. Alors revenons donc à l'hydrocéphalie. Est-ce que vous avez eu déjà à faire face à plusieurs cas d'hydrocéphalie? Oui, l'hydrocéphalie est quand même une affection, même si on peut la considérer comme étant une affection rare, mais reportée quand même à une certaine population au niveau des enfants, on voit que c'est quand même fréquent parce qu'elle est multifactorielle. On a deux types d'hydrocéphalie. Les hydrocéphalies congénitales, c'est-à-dire que les enfants vont développer des anomalies, des malformations pendant leur développement fœtal. Et dès les 4, 5e mois, souvent au 6e mois de la grossesse, les échographies vont nous déjà permettre de nous dire que cet enfant va naître avec une hydrocéphalie. Donc là va se poser le problème de est-ce que le parent garde la grossesse ou pas, donc c'est un problème éthique. Et puis, il y a des hydrocéphalies qui vont survenir dans les premiers mois de la naissance. Après la naissance, Après la naissance, l'enfant va naître normalement et puis il va contracter une infection. Généralement, c'est des méningites néonatales ou bien chez le nourrisson qui, elles, vont avoir comme conséquence une hydrocéphalie. Et puis, il y a également des tumeurs. Les enfants aussi font des tumeurs cérébrales. Et chez ces enfants-là, la conséquence peut être une hydrocéphalie parce que la tumeur va bloquer des voies de coulement de ce liquide-là qui est produit en permanence dans le cerveau, qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Et donc, c'est cette accumulation de liquide-là qui va entraîner ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. D'accord. Alors, vous l'avez dit, ça peut être congénital, comme ça peut être dû également à une pathologie acquise, d'accord, soit infectieuse, soit tumorale, soit une autre malformation, mais qui va se développer au cours de la croissance de petit enfant, c'est-à-dire du nourrisson jusqu'à l'âge du grand enfant. D'accord. C'est des maladies, je veux dire, graves? Oui, oui, bien sûr, c'est des maladies graves. Quand on voit les conséquences déjà non traitées, elles sont mortelles. Le principe vital de l'enfant est en jeu. Et puis, si elles ne sont pas traitées tôt, il y a des conséquences qui sont irréversibles, notamment les déficits intellectuels, le retard psychomoteur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'hydrocéphalie se développe, c'est-à-dire qu'il y a une pression artérielle de la tête, le cerveau ne se développe plus. Donc le cerveau est en souffrance. Donc, le cerveau de l'enfant qui ne se développe pas va perdre ses acquisitions. D'accord? Et donc, on va avoir ces enfants-là, quand ils sont opérés trop tard, pris en charge trop tard, ils vont garder ces séquelles neuropsychologiques-là. Donc, c'est des crises d'épilepsie qu'ils peuvent faire. C'est un retard à l'école, c'est un retard de parole. Souvent, il y en a qui ont des difficultés même à s'asseoir. Il y en a qui perdent la vue de façon définitive. Et lorsque vous perdez une hypertension intracrânienne, que vous perdez la vue, généralement, même si vous êtes traité, il n'y a aucun moyen de pouvoir recouvrer la vue. Voilà. Donc, c'est ce problème-là qui font toute la gravité de cette maladie. D'accord, on verra donc le traitement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un peu dans le cadre de mademoiselle Josiane Seri. Elle a dit que le diagnostic a été posé très tard. Alors, quel est le signe majeur pour reconnaître certainement, vous l'avez dit, au cours de la grossesse, on peut déjà savoir si l'enfant va naître avec une hydrocéphalie. Oui, bien sûr. Voilà, mais si l'enfant naît et juste après, dans les premières semaines, dans les premiers mois, quel est le signe majeur qui peut déjà faire penser à une hydrocéphalie? Bon, généralement, l'interrogatoire de la mère est très important. Les mamans sont très observatrices et la mère va tout de suite savoir qu'il y a un changement de comportement. Donc c'est un enfant, par exemple, qui va être génial, qui va pleurer, qui va refuser de téter. Et puis, on va voir au fur et à mesure, les vomissements peuvent apparaître. Les vomissements, dès qu'il pense à téter ou il prend son biberon, il va rendre. Et puis, ça va entraîner une altération de son état général, puisque l'enfant ne se nourrit plus correctement. Et puis, parallèlement, on va voir cette augmentation du périmètre crânien. C'est ça surtout qui doit alerter l'enfant. C'est pour ça qu'on a milité avec le professeur Boalé, qui est neurochirurgien pédiatre, pour inclure la mesure du périmètre crânien dans le carnet de santé des enfants. Bon, je pense que ça va être fait, ou bien c'est fait dans certains cas, où quand l'enfant va faire sa visite chez le pédiatre, on doit prendre dans ces constantes, quand on prend le poids, la taille, on doit mesurer également son périmètre crânien. Et lorsqu'il y a une variation trop importante de ce périmètre crânien-là, ça doit déjà alerter le praticien qui voit cet enfant
et faire des examens pour diagnostiquer si c'est une hydrocéphalie. D'accord. Alors, comment, je vais dire, pour mettre un nom sur la maladie, on a parlé de malformation de la veine de Gallien qui se transforme donc en hydrocéphalie. Ça a mis combien de temps pour que vous puissiez le savoir? Pratiquement 2 semaines. Après des examens? Le scan a été fait et il a fallu que, parce que docteur Topa, qui a pris en charge l'enfant, n'était pas là, il était à Boaké. Et donc il a fallu qu'il vienne d'abord, qu'il regarde, pour qu'il dise que c'est un anévrisme de la veine de Gallien. D'accord. Voilà. Donc après, c'est, comme on dit ça déjà, une hydrocéphalie, il faut donc intervenir. Alors comment se fait le traitement lorsqu'on est en face d'un cas d'hydrocéphalie, professeur Aguilera? Déjà, il faut pouvoir les diagnostiquer avant de les traiter. D'accord. Voilà. Et elle a dit tout à l'heure que, bon, le docteur Toupa n'était pas là, il était à Boaké. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, les neurochirurgiens, mais il y a quand même des pédiatres qui doivent être sensibilisés pour prendre en charge déjà ces enfants. Ils peuvent faire déjà des diagnostics. Et puis après, c'est une question de spécialistes. Donc, pour faire le diagnostic, on n'a pas besoin que le neurochirurgien soit là. Tout le médecin doit pouvoir faire un diagnostic. Donc, quand vous voyez ces signes-là, chez un enfant qui a une tête qui commence à augmenter de volume, il faut, s'il n'y a pas de scanner disponible, on peut demander une échographie. L'échographie, ça ne coûte pas cher, je crois que c'est autour de 10 000 francs. Et avec une sonde, on va voir déjà, le médecin radiologue peut nous dire, ah, l'enfant a une dilatation de ses cavités ventriculaires, parce que ces cavités sont à l'intérieur du cerveau, et c'est dans ces cavités-là que le liquide s'accumule. Après, pour savoir l'étiologie, il faut des examens plus poussés. Par exemple, dans le cas de l'anévrisme de Gallien, l'échographie n'aurait pas suffi. Donc, il y a un neuroscanner. Et puis après, il faut faire des séquences qu'on appelle des séquences d'Anjou. C'est-à-dire, on va injecter, comme c'est un problème vasculaire, donc on va injecter un produit de contraste dans les vaisseaux qui va opacifier les vaisseaux du crâne, du cerveau. Et comme ça, on verra qu'il y a cette malformation-là. Voilà, il y a d'autres examens, par exemple la thérographie, qui n'est pas courante ici. Mais il y a beaucoup de diagnostics pour pouvoir le faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours disponibles et toujours accessibles financièrement aux parents. Je crois qu'un angioscanner coûte à peu près dans les 200 000 francs. C'est beaucoup ça. Voilà, c'est beaucoup. Voilà. Et puis, souvent, on peut être amené à en faire plusieurs. Voilà. Maintenant, quand c'est diagnostiqué, comme j'ai dit, il y a la cause, l'étiologie à traiter, et puis il y a la conséquence de l'hydrocéphalie. Si c'est une hydrocéphalie simple, généralement on fait une dérivation du liquide. C'est un appareil que... C'est-à-dire vous allez sortir le liquide. Voilà, on va les dériver. C'est-à-dire on va pas vider, on lui met un appareil qui s'appelle un système de dérivation, c'est une valve qu'on va mettre, une partie va être dans la cavité ventriculaire à l'intérieur du crâne, et l'autre partie qui passe externe va passer sous la peau derrière l'oreille et venir, généralement, on la met dans l'abdomen. On met cette extrémité dans l'abdomen. Et sur ce système, il y a un petit dispositif qui va régler la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc chaque fois que la pression va être élevée, puisque dans l'hydrocéphalie, la pression du crâne est élevée, l'appareil va s'ouvrir et le liquide va s'écouler à travers ces dispositifs-là pour être résorbé au niveau de l'abdomen. Donc ça, c'est la méthode de traitement qui est la plus fréquente, qui est la plus accessible, parce que les valves, ce que je voulais vous dire, c'est que les valves coûtaient à l'époque, quand moi je commençais en neurochirurgie dans les années 2000, coûtaient entre 500 000 francs et 1 500 000 en fonction de la qualité. C'est le système qu'on met pour traiter, pour dériver le liquide. Coûtait entre 500 000 et 1 500 000. Et souvent, il fallait le commander. Et donc, vous faites le diagnostic de l'hydrocéphalie et puis vous devez traiter. Il faut attendre que la valve soit disponible. Donc souvent, on mettait 2, 3 mois, 4 mois. Et l'enfant, quand vous le revoyez, la tête a triplé de volume. Donc on s'est battu ça, et 15 ans après, aujourd'hui, on a pu mettre en place des mécanismes, grâce aux ONG, grâce à nous-mêmes, pour que les valves soient obtenues gratuitement ou à des prix vraiment dérisoires. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes entre 30 000 et 200 000 francs à la valve, donc ce qui nous a permis d'opérer un plus grand nombre d'enfants. Ça, c'est bon. Voilà.
Après, il y a l'étiologie qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire si c'est une tumeur, par exemple, qui a provoqué de l'hydrocéphalie, il faut opérer cette tumeur-là chez l'enfant. Donc, il y a des neurochirurgiens qui font ces chirurgies-là ici en Côte d'Ivoire. Et puis après, bon, il y a des pathologies qui sont un peu plus graves, comme celle dont a été victime Merveille, qui nécessite vraiment un plateau technique beaucoup plus avancé que nous n'avons pas dans toutes les structures, notamment publiques. Et je crois que cette intervention avait été faite dans une clinique de la place. Voilà. Il faut dire est une avancée quand même majeure, parce que je crois que dans la sous-région, nous sommes quasiment le seul pays à pratiquer cette technique-là chirurgicale pour traiter les malformations vasculaires au niveau du cerveau. Cette technique est réalisée par le docteur Topa, qui est neurochirurgien à Boaké. D'accord. Madame Josiane, comment est-ce que vous avez vécu, je veux dire, ce traitement-là? Est-ce que vous aviez de l'espoir quand même quant à la guérison de votre fille? Bon, tout de suite, les médecins ont été clairs en nous disant que il fallait pas, comment je vais dire ça, attendre grande chose. Mais moi, j'ai dit de ne pas, je n'ai pas voulu baisser les bras, dans le sens que je voulais faire ma part et le reste appartenait à Dieu. C'est Dieu celui qui allait décider. Et donc, j'ai vécu cette période-là difficile, mais elle était surmontable parce que j'ai eu toutes des personnes autour de moi qui m'ont poussée. L'association aussi était née, et donc quand tu vois ton problème et tu vois aussi le problème de l'autre, déjà tu te donnes le courage et puis tu avances. Voilà. Et donc ça s'est bien passé. Et ça a permis aussi d'ouvrir une voie, celle d'aider aussi les autres. Parce que toujours quand on est derrière, on se dit que ça ne nous concerne pas. En réalité, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. On peut être, je veux dire, parent d'un enfant qui va certainement développer donc, une hydrocéphalie un jour. Ce qu'on ne souhaite pas. Hein. Souhaite pas. Alors pour ça, est-ce qu'il y a des chances de guérison? Bon, je pense qu'elle a dit tout à l'heure qu'on lui avait expliqué que effectivement ça allait être difficile d'obtenir une guérison définitive. Je pense que souvent c'est des discours qu'il faut tenir aux parents devant certaines situations, expliquer que la guérison doit relativiser. Il y a des pathologies qui sont incurables, que les enfants vont porter toute leur vie. Et donc les traitements qu'on va faire, c'est pour plus les stabiliser et leur permettre d'avoir une vie compatible. C'est-à-dire lui permettre de partir à l'école, même si on sait qu'il aura un retard par rapport à ses promotionnaires. Mais tout ça, la famille doit être consciente de ça. Mais il ne faut pas être focalisé sur, bon, on va traiter, on va guérir, ça va. Et souvent, les attentes sont importantes et après, ça décourage les parents. Voilà. Et ce qu'elle a dit aussi, c'est ça. C'est-à-dire, il faut... elle s'est battue, mais tout le monde n'a pas cette force-là de pouvoir mobiliser des fonds. Ça devient des cas anecdotiques, alors que ça devrait être quelque chose d'assez naturel, que quand il y a une pathologie, qu'on puisse prendre les enfants dans une structure publique avec des coûts. Voilà. C'est justement, vous l'avez dit tantôt, et cela nous permet donc très rapidement de parler des perspectives de la lutte. Vous avez œuvré à ce que les valves aujourd'hui coûtent très moins cher, de sorte à pouvoir sauver pas mal d'enfants. Oui. Alors comment est-ce que vous voyez donc la lutte contre les maladies rares, notamment l'hydrocéphalie? Oui, bon, nous sommes en train de... C'est la sensibilisation, hein, et puis amener les pouvoirs publics à s'intéresser. Là, nous sommes en train de lutter, par exemple, pour qu'il y ait une journée, comme on fait des journées nationales du VIH ou des journées nationales de telle pathologie, qu'il y ait une journée nationale pour les enfants atteints d'hydrocéphalie, des malformations comme le spina bifida, qui est aussi une réalité et qui entraîne des handicaps moteurs importants. Donc, on a déposé au niveau du ministère de la Santé, nous sommes en train de faire des démarches pour qu'il y ait cette journée-là qui va nous permettre justement de poser les problèmes de ces enfants-là et surtout de dire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les prendre en charge. Parce que ce n'est pas qu'à Abidjan que ces pathologies existent. Ces pathologies existent partout dans la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut pouvoir justement prendre la charge des enfants partout où ils sont. Et vous, en tant qu'ONG, vous vous inscrivez dans cette dynamique, oui. Mademoiselle Josiane? Nous allons même jusque dans les familles pour aider vraiment les familles en difficulté à prendre en charge leurs enfants malades. Voilà. Nous prenons aussi les rééducations. Quand les enfants ont des rééducations à faire, tout ça, nous sommes là pour ça.
D'accord. En tout cas, nous vous disons infiniment merci, mademoiselle Josiane Seri, et nous espérons que les pouvoirs publics, les organismes vous viendront en aide, de sorte à pouvoir continuer à mener vos actions et soutenir donc nos scientifiques pour trouver les moyens et avoir donc suffisamment d'intrants, de plateaux techniques suffisamment qualifiés donc, pour la prise en charge. Je rappelle que vous êtes la présidente de Solidarité Merveille, une organisation donc, qui porte assistance à l'enfant malade. Grand merci à vous, professeur Adérim Aïdara. Vous êtes donc, je le disais, professeur titulaire de neurochirurgie et chef de service de neurochirurgie du CHU de Boaké. Voilà. Merci. Également, merci à vous et à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.